Merci Mathieu là, pour l'introduction et au MAPAC pour l'invitation là, à présenter, là, dans le fond, c'est quoi les EG et au fait, comment ça s'insère auprès des entreprises. Juste avant là, de laisser la parole à Valérie, qui est notre experte à ce niveau-là, je voulais juste vous partager là, un mot là, sur Innocente. En fait, comme Mathieu il disait, au fait, nous, Innocente, on n'est pas gouvernemental, mais on est mandaté par différents paliers là, du gouvernement. Et donc, aujourd'hui, on a été mandaté par le MAPAC pour accompagner des entreprises en transformation alimentaire. Fait que, Innocente, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on mange l'hiver? Au fait, enfin, on offre des services conseils. C'est pas de la consultation en soi, là. On n'est pas là pour écrire un rapport de 500 pages. Notre rôle, c'est pas nécessairement des mentors, mais vraiment, notre rôle, là, c'est on travaille avec vous, les entreprises, les entrepreneurs. On se roule les manches, puis on peut travailler avec vous, là, autant au niveau de vos opérations, à développer un plan commercial ou de restructurer votre département de ressources humaines. Mais ça se veut effectivement là, très large et la façon qu'on est capable là, d'être si large que ça, ben, c'est pas juste Eric Waterman et Valérie Duval là, qui sont au sein de Innocente. Il y a plus de 125 conseillers qui viennent dans le fond là, de différentes expertises, différentes industries, etc. Puis l'idée, c'est tous des gens qui ont qui ont eu les deux bottes sur le terrain, ils ont porté 12 chapeaux en même temps. On a toutes nos parts de cicatrices et c'est ça l'idée. Dans le fond, c'est de travailler avec vous dans l'idée d'accélérer le processus, d'éviter de trébucher à droite à gauche, puis vous aider à voir ce que vous ne voyez pas. Ça fait plus de 35 ans, au fait, qu'on travaille à ce niveau-là. C'est normal, effectivement, que certains d'entre vous n'avaient pas déjà entendu parler de nous, parce que la façon, dans le fond, pour avoir accès à Innocente, il faut avoir une référence. Et dans le fond, votre référence peut venir de votre conseiller MAPAC. Ça peut venir du capital du risque, ça peut venir de vos partenaires financiers. Et aussi, il y a tout le développement économique, par exemple, là, des MRC, etc., centres d'excellence, etc., qui peuvent nous référer des entreprises. Fait que voilà, c'est comme ça. Puis après ça, ben, je vais vous revenir là, après la présentation de Valérie là, sur un peu les différentes enveloppes de disponibles pour les entreprises en transformation alimentaire au Québec. Euh, fait que voilà, Valérie, Oui. je te cède la parole et voir effectivement comment est-ce que les ESG s'intègrent au niveau de la performance d'affaires. Et comme on voit, les ESG en soi ne vivent pas seuls, ils vivent à l'intérieur là, d'un écosystème d'affaires. Fait que, au Je plaisir. vais. Donc, enchantée tout le monde. Moi, je suis Valérie, responsable du développement durable chez Innocentre. Donc, ça fait un peu plus d'un an que j'ai rejoint l'organisation. Puis, donc, ça fait un peu plus d'un an que je travaille spécifiquement avec des entreprises. En fait, que j'ai un focus plus avec les entreprises en transformation alimentaire, que ce soit dans le développement d'une stratégie ESG plus globale ou plus spécifiquement euh, pour le calcul de l'empreinte carbone et la réalisation d'un plan d'action pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, le planning, ça va être de faire une présentation là, des concepts importants, ce que ça représente le ESG, comment ça peut s'intégrer en entreprise. Et ensuite, on a une invitée qui fait partie des transformateurs alimentaires de la Montérégie qui va venir faire un petit témoignage sur l'accompagnement qu'on fait avec eux, spécifiquement sur les GES, puis comment ça peut se traduire plus en aspect stratégique ou en aspect opérationnalisation, optimisation des coûts. Donc, quand on parle de ESG, qu'est-ce que ça signifie? Donc, il y a plusieurs thèmes là, qui sont actuellement utilisés quand on parle de développement durable, de ESG. On parle aussi de RSE, qui veut dire responsabilité sociale d'entreprise. Donc, c'est des concepts qui sont similaires, mais qui sont quand même différents. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le terme ESG. ESG, c'est un acronyme qui veut dire environnement, société et gouvernance. Donc, à la base, le terme ESG avait été développé vraiment par les investisseurs. C'était une façon de quantifier un peu le risque
extra-financiers des entreprises dans lesquelles ils investissaient. Donc, il y a un moment au début des années 2000 où les investisseurs se sont dit, bon, juste regarder la performance financière ou le bilan financier, c'est pas nécessairement suffisant. Faut aussi aller voir c'est quoi les autres risques que l'entreprise comporte. Donc, c'est là qu'ils ont essayé de faire plus une catégorisation là, un petit peu plus structurée en regardant bon, l'environnement, le social et la gouvernance. Donc, quand on parle de ESG, souvent, ça vient avec une connotation un petit peu plus quantitative, de devoir mesurer des indicateurs de performance, puis de devoir les communiquer pour que l'investisseur soit capable de prendre une décision éclairée sur le risque à long terme de son investissement. Donc, ce qu'on va regarder ici, c'est comment l'environnement ou comment la société, les sujets qui sont inclus dans ces deux grands volets peuvent affecter la performance financière de l'entreprise. Donc, par exemple, une entreprise qui va consommer énormément d'eau, la question va être, est-ce qu'éventuellement, il va y avoir une nouvelle réglementation qui va faire que l'entreprise ne pourra plus opérer de la même façon ou est-ce qu'il va y avoir des coûts supplémentaires qui vont être engendrés parce que l'entreprise va devoir se conformer à une nouvelle réglementation. Donc, c'est plus cet aspect-là on est conscient qu'il y a un impact environnemental que dont l'entreprise est responsable, mais comment cet impact-là pourrait avoir un peu un effet boomerang et revenir impacter la façon dont l'entreprise va évoluer dans le temps. Encore une fois, si je prends l'exemple de l'eau, ça pourrait être, bon, il va y avoir des coûts peut-être de conformité, des coûts potentiellement d'amende si l'entreprise n'est pas capable de se conformer. Il peut y avoir aussi un enjeu plus de société au niveau de l'acceptabilité sociale, par exemple. Donc, est-ce que, on le voit de plus en plus dans les municipalités québécoises, l'eau, parfois, ça devient un enjeu avec les sécheresses. Donc, les municipalités ont de la misère à fournir de l'eau à leurs citoyens. Donc, ils sont un petit peu plus réticents à fournir peut-être de l'eau à leurs entreprises. Donc, dans ce cas-ci, est-ce qu'il va y avoir un problème d'acceptabilité sociale lié à l'utilisation de l'eau? Ça, on le voit, on l'a vu, un cas qui est très connu, c'est Coca-Cola, par exemple, que eux, c'est un de leurs principaux intrants, la consommation d'eau. Mais maintenant, ils sont très mal vus quand ils viennent s'implanter dans des municipalités ou dans des villages où est-ce que l'eau devient une matière une ressource un peu plus rare. Donc, dans ce cas-ci, il y a un gros enjeu de gestion de l'eau qui se fait pour Coca-Cola. Ça fait partie d'un de leurs enjeux ou un de leurs thématiques ESG prioritaires. Quand on tombe, donc ici, on voit vraiment que c'est l'aspect de l'externe vers l'interne qui est l'objectif à évaluer. Quand on est plus du côté de la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, là, dans ce cas-ci, c'est vraiment un point de vue, comment l'entreprise s'assure d'adopter, en fait, les pratiques les plus éthiques ou les plus responsables face à l'environnement et à la société. Donc, il y a un petit peu plus un aspect philanthropique dans ce cas-ci, c'est vraiment d'essayer d'améliorer le plus possible, de minimiser les impacts. Il n'y a pas nécessairement un lien avec la performance de l'entreprise. Puis, parfois, quand on regarde la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est plus difficile de quantifier un retour sur investissement. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment plus une bonne volonté, un comportement éthique qui est recherché. Donc, dans ce cas-ci, on voit vraiment l'aspect qui est plus de comment l'interne vers l'externe, comment on s'assure de mitiguer le plus possible nos impacts. Puis, dans l'encadré, un petit peu plus large qui encadre les deux, il y a le terme développement durable qui souvent est utilisé de façon interchangeable entre les deux et qui représente un peu plus cette façon de réfléchir au futur, à comment on s'assure de pérenniser nos ressources pour les générations futures et comment on s'assure de continuer d'opérer dans une façon à ce qui minimise les impacts autant pour l'entreprise qu'autant pour l'environnement et la société. Donc, l'objectif, c'est toujours d'essayer d'allier les deux. Normalement, si vous avez des gros impacts, comme je prenais l'exemple de l'eau, c'est nécessairement un impact qui pourrait avoir un effet sur votre performance financière. Donc, quand on essaie de prioriser les sujets sur lesquels on va se concentrer, le sweet spot, si je peux dire, ça va être d'identifier les impacts qui pourraient aussi avoir un impact sur notre performance, mais qui aident aussi notre performance face à la société et à nos parties prenantes. Donc, quand on parle du fameux ESG, environnement, social, gouvernance, il y a énormément de sujets qui peuvent être inclus dans les 3 différents volets.
L'objectif, ce n'est pas d'avoir une checklist puis de remplir l'ensemble de ces sujets-là. Au contraire, c'est d'essayer le plus possible d'identifier c'est quoi qui est pertinent pour nous, où est-ce qu'on a un impact, qu'est-ce qui pourrait se retourner contre nous dans quelques années. Donc, c'est plus un exercice d'analyse de risque. Donc, un peu plus cette perspective, encore une fois, de l'investisseur, de se dire qu'est-ce qui pourrait arriver si je ne gère pas bien les enjeux. Donc, les sujets qui sont ici sur cette diapo, c'est plus des sujets communs là, qui reviennent le plus souvent. C'est pas exhaustif, mais ça représente quand même la majorité des sujets qui peuvent être inclus quand on parle des risques ESG ou des sujets ESG là, qui pourraient vous être demandés par vos parties prenantes. Donc, si on prend par exemple l'environnement, celui qu'on entend beaucoup parler souvent, ça va être les émissions GES. Donc, celui-là, on a j'ai quelques slides là, spécifiques là-dessus. Donc, en raison de tout ce qui se passe actuellement avec le climat, les crises climatiques, les événements extrêmes, c'est un enjeu de société et d'environnement qui est vraiment mis de l'avant parce que là, on est comme en mode urgence, il faut prendre action. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui se mettent des cibles publiques et qui, là, ont un agenda, donc, qu'ils doivent respecter. Et c'est pour ça que souvent, il y a une pression qui descend de plus en plus dans la chaîne d'approvisionnement. La gestion de l'énergie est intimement liée aux émissions GES, puisque quand on consomme des carburants fossiles, ça contribue directement à nos émissions GES. Donc, la gestion de l'énergie peut aussi être un enjeu dans les endroits où est-ce que l'accessibilité est plus difficile. Ici, au Québec, on est chanceux avec Hydro-Québec, c'est une énergie renouvelable. Par contre, on se rend compte de plus en plus qu'il y a des problèmes au niveau des pics de consommation et que là, les entreprises doivent essayer de mettre en place des solutions pour éviter de consommer trop durant ces pics-là. Donc, ça peut devenir un enjeu, même si c'est une énergie renouvelable. Quand on le regarde d'un autre côté, ça va être plus au niveau de la disponibilité qu'il va y avoir un enjeu. Puis les autres sujets, c'est des sujets également que je crois qu'ils ne sont pas nouveaux pour vous, là. Donc, qu'on les appelle ESG ou qu'on les appelle des risques opérationnels, c'est le même risque. Donc, c'est aussi ça le but de cette slide, c'est de vous faire réaliser que vous gérez probablement la majorité déjà de ces enjeux-là. C'est juste que vous n'aviez pas mis une étiquette ESG dessus. Donc, c'est rien de nouveau. C'est juste une nouvelle une nouvelle terminologie de l'appeler pour essayer de rendre ces données-là plus comparables sur le marché. Donc, si on regarde au niveau social, le droit de l'homme, c'est tout ce qui va toucher au travail forcé, au travail des enfants. Donc, ça aussi, on en a beaucoup entendu parler dans la dernière année, là, à cause de la fameuse loi S-211 qui a été adoptée par le gouvernement canadien. Donc, de ça a découlé beaucoup de questionnaires aussi. Je vais revenir un petit peu plus loin, mais beaucoup de questionnaires, notamment des grandes chaînes alimentaires pour savoir est-ce qu'il y a du travail forcé dans ma chaîne d'approvisionnement. Et la façon de le contre-vérifier, c'est d'aller poser des questions aux fournisseurs pour savoir quelles sont les mesures, les procédures qu'ils mettent en place pour s'assurer qu'il n'y a pas de travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement. L'autre point, chaîne d'approvisionnement, dans ce cas-ci, ça va être comment l'entreprise s'assure de limiter le plus possible les perturbations au niveau de sa chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a de plus en plus d'ingrédients qui deviennent difficiles à se procurer, notamment en raison des changements climatiques. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de liens aussi là, entre les différents volets. Là, un impact environnemental peut affecter l'aspect social. Mais donc, est-ce qu'il y a certains ingrédients qui, dans les prochaines années, on prévoit que le prix va devenir tellement élevé que ça sera plus rentable pour une entreprise de l'utiliser parce que le prix au consommateur va devenir trop élevé. Donc, c'est un peu cette question-là de est-ce que le fournisseur avec qui je travaille va être encore en opération dans 10 ans? Puis, est-ce qu'il s'assure aussi de minimiser sa dépendance à certains fournisseurs ou à certains ingrédients?
Ensuite, au niveau de la santé et sécurité, donc évidemment, c'est le bien-être des employés. Ça fait partie d'un sentiment d'aller travailler sans avoir peur d'effectuer des tâches. Mais l'aspect un petit peu plus ESG, donc d'analyse de risque, ça veut dire est-ce que cette entreprise-là paye tellement de cotisations à la CNSST que ça devient un enjeu au niveau des finances et potentiellement, ça pourrait être un gros enjeu de réputation dans le cas où il y aurait un décès ou un accident grave. Donc, il faut tout le temps voir l'impact que ça a sur ses employés, mais aussi l'impact que ça peut avoir au niveau réputationnel. Puis, comme vous pouvez voir dans le social, il y a énormément de thématiques ou de sujets qui sont en lien avec la gestion des ressources humaines. Donc, ça fait du sens parce que les ressources humaines, c'est un peu le moteur. La culture, c'est ce qui propulse une entreprise de l'avant. Donc, quand on s'assure d'avoir des employés heureux, d'avoir des employés qui sont motivés, ça nous permet d'avoir une meilleure performance sur le long terme. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment souvent le corps là, du social, ça va être la gestion de vos ressources humaines. Donc, ça, évidemment, c'est souvent aussi la priorité de la majorité des entreprises qui veulent s'assurer que leurs employés sont là pour rester, puis qu'il n'y a pas un trop haut taux de roulement, parce que le taux de roulement, vous le savez, ça va ralentir votre productivité, c'est des coûts supplémentaires et il y a une perte de connaissance aussi qui est faite lorsqu'on n'est pas capable de maintenir ses employés. Au niveau du social, il va également y avoir tout ce qui touche à la satisfaction clientèle et la qualité et sécurité du produit. Donc, ça, c'est deux aspects qui pourraient aussi se retrouver au niveau de la gouvernance, parce que notamment, c'est une façon c'est un peu le comportement que la direction souhaite mettre en place pour s'assurer que sa stratégie d'affaires fait du sens dans les prochaines années et qu'il n'y a pas de perte de marché. Donc, ça, encore une fois, c'est des sujets ESG parce que dans le cas où il y aurait un rappel, par exemple au niveau de la qualité, ben, ça a un impact de réputation parce que là, il y a peut-être des consommateurs qui vont décider de ne plus faire affaire avec l'entreprise qui a des rappels plus récurrents qu'une autre. Puis ça également, ça l'engage beaucoup de coûts pour toute cette gestion-là. Donc, au niveau de la gouvernance, c'est tout ce qui touche à un des sujets qui est le plus actuellement, qui est vraiment en train de devenir très populaire, c'est la cybersécurité. Donc, avec la loi 25, avec toutes les nouvelles méthodes d'hameçonnage et de fraude qui sont actuellement en train de devenir de plus en plus sophistiquées, ça devient un risque pour une entreprise, par exemple, qui se fait demander une rançon puis qui n'est pas capable d'opérer pendant une semaine, par exemple. Ça peut entraîner des pertes de production ou des pertes de vente. Donc, il y a encore là un lien financier direct. Puis, tout ce qui va toucher à la gestion du risque, l'engagement des parties prenantes, c'est des catégories qui englobent en fait les autres aspects. Donc, comment on s'assure de tout le temps regarder vers le futur, puis de s'assurer que son entreprise va continuer d'être pertinente dans un monde changeant où est-ce qu'il y a de plus en plus de normes et de réglementations. Et l'engagement avec les parties prenantes, bien, ça vient toucher la satisfaction de la clientèle, ça vient toucher la satisfaction des employés, ça vient toucher la satisfaction des consommateurs, mais aussi tout ce qui est gouvernemental, si on fait partie des associations ou des groupes, donc de se tenir au courant de ces mouvements-là, puis des revendications qui sont en place, ça permet de rester encore plus alerte aux nouveautés. Donc, tantôt, j'ai dit les enjeux ESG, c'est pas la liste que je vous ai montrée, c'est pas une checklist, entre autres parce que ça se différencie en fonction de chacune des entreprises et même ça peut aller au niveau excusez-moi, ça se différencie au niveau des industries et même ça peut aller jusqu'au niveau de l'entreprise. Donc, ce qui est présenté ici, c'est issu du SASB Standard. Donc, ça, c'est un standard qui est très utilisé par tout ce qui est les investisseurs. C'est souvent la première référence que les gens vont aller voir parce que sur le site, ça fait la distinction pour 77 différents types d'industries.
Donc, ici, j'ai ressorti les trois qui étaient plus en lien avec la transformation alimentaire. Donc, comme on peut voir, les enjeux pour les aliments transformés, selon SASB, donc ça, c'est vraiment d'un œil extérieur pour quelqu'un qui se dirait, bon, j'aimerais évaluer le risque ESG de cette entreprise-là. Qu'est-ce que je devrais regarder en premier? Donc, eux, ils ont fait le travail d'aller décortiquer pour chacun des types d'industries, qu'est-ce qui pourrait éventuellement affecter une performance d'entreprise. Donc, on voit que pour aliments transformés, pour les distributeurs de produits alimentaires et pour les produits agricoles, donc selon où ils sont situés sur la chaîne d'approvisionnement, les enjeux ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, SASB peut être une première étape si vous vous demandez sur quoi je devrais me pencher en premier pour comprendre c'est quoi les enjeux, puis ça l'explique aussi pourquoi ils ont été identifiés comme importants. Par exemple, pour les aliments transformés, la gestion du cycle de vie de l'emballage. Donc, en tant que transformateur, vous vendez un produit qui doit être nécessairement emballé pour la durée de vie, pour la qualité et pour être au final distribué au consommateur final. Mais cet emballage-là doit à la fin être jeté. Donc, ça fait partie c'est un enjeu qui est plus pertinent pour les aliments transformés que, par exemple, pour les distributeurs qui, eux, ne font pas de choix d'emballage nécessairement. Eux, ils font juste transiger le produit. Donc, les enjeux varient comme ça selon la position sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, pourquoi c'est important de s'intéresser au ESG? Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est parce qu'il y a énormément d'attentes qui viennent un peu qui viennent de différents groupes de parties prenantes et qui, au final, font comme un effet d'entonnoir vers les PME en transformation. Donc, quand on parle de tout ce qui est gouvernemental, les réglementations, ça en fait partie. Donc, les nouvelles lois, si par exemple, la nouvelle loi potentiellement, comme je disais, du S211, ça vient du Canada, mais ça fait que toutes les grandes entreprises qui rencontrent les critères doivent faire un rapport annuel. Et ce rapport annuel-là nécessite d'avoir contacté auparavant ses propres fournisseurs. Il y a également les prêteurs et investisseurs qui, eux, ont des cibles publiques aussi pour améliorer leur portfolio d'entreprise. Donc, de plus en plus, on voit là, ces investisseurs-là, ces prêteurs-là qui envoient eux aussi des questionnaires lorsqu'il y a une demande de prêt, par exemple, car ils veulent être capables, ils veulent être en mesure de quantifier un certain risque. Donc, pour eux, c'est comme une nouvelle façon, un peu comme évaluer le crédit. Ils vont aller chercher à comprendre cette information-là. Puis, parfois, ça peut même vous qualifier là, à différents types de produits financiers un petit peu plus avantageux. Au final, les donneurs d'ordre, comme je mentionnais, eux, c'est des entreprises qui sont tellement grandes qu'ils ont une pression vraiment sociale de devoir se commettre à des cibles d'amélioration. Donc, la majorité, en fait, presque toutes ces grandes chaînes-là ont des rapports publics. Donc, annuellement, doivent rendre des comptes et expliquer ce qui a été fait dans l'année pour arriver à leur objectif. Donc, ceci inclut notamment de comprendre leur chaîne d'approvisionnement, de faire des choix plus responsables, donc de plus en plus peut-être d'aller plus vers les fournisseurs locaux, d'aller plus vers des fournisseurs qui utilisent de l'agriculture régénérative, donc tout dépendamment de leurs différents axes d'orientation ou leurs différentes priorités. Ces différents donneurs d'ordre-là ont chacun aussi leur façon de communiquer avec les fournisseurs et de leur poser des questions. Ce qui rend la tâche très lourde, c'est une tâche administrative parfois qui peut prendre énormément de temps pour les PME en transformation de devoir répondre à chacun de ces questionnaires-là, car ils sont pas du tout, sont pas nécessairement alignés. Chacun a développé ses propres séries de questions. Donc, d'être capable d'identifier ce qui est important pour vous, de bien le documenter. Parfois, ça peut vous aider à réutiliser cette information-là auprès de différents détaillants. Et évidemment, sur le dessous, j'ai mis les consommateurs parce que c'est eux qui, au final, influencent l'ensemble des décisions qui sont prises par les différents autres groupes de parties prenantes. Donc, comment on peut utiliser le ESG comme levier pour la stratégie d'affaires? Il y a
puisqu'il y a un lien assez fort avec la gestion du risque, c'est un bon exercice à entreprendre si, par exemple, vous pensiez à faire une planification stratégique. Donc, dans ce cas-ci, il va y avoir l'identification des opportunités et des menaces dans l'environnement d'affaires. Donc, on peut inclure facilement les opportunités et menaces liées au contexte environnemental et liées au contexte social dans lequel on opère. Donc, c'est vraiment les mêmes processus de regarder c'est quoi les forces et les faiblesses, de comprendre ce que les compétiteurs font versus ce que nous, on fait. Est-ce qu'on essaye de... C'est vraiment un choix personnel. Est-ce qu'on veut être un leader ou on veut être au milieu du peloton ou on veut juste être conforme? Donc, c'est vraiment des discussions qui sont très semblables avec la planification stratégique. Puis, évidemment, quand on parle de ESG, c'est beaucoup plus une vision à long terme. Donc, c'est plus... des discussions qui vont tourner autour du modèle d'affaires, comment on s'assure de continuer d'être périn dans le temps, puis de s'assurer de répondre aux attentes de nos consommateurs. Donc, c'est pour ça, des fois, que c'est un petit peu plus difficile de le rentrer dans les opérations du day-to-day, parce que c'est plus une façon de voir le futur, puis de savoir comment on veut se positionner. Maintenant, qu'est-ce que les GES? Donc, je vous ai présenté les grands sujets ESG. Quand on parle de GES, c'est gaz à effet de serre. Donc, c'était l'un des petites cases qu'on retrouvait dans le volet environnement. Donc, quand on parle de GES, qu'est-ce que ça signifie? Puis ça, ce sujet-là, là, il revient dans l'ensemble des questionnaires des grands donneurs d'ordre. Donc, c'est vraiment un sujet qui vaut la peine d'être exploré un petit peu plus. Puis d'ailleurs, c'est une expertise qui est assez technique. Donc, c'est très rare qu'au sein de vos employés, vous allez avoir quelqu'un qui a développé cette expertise-là. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire. S'il y a quelqu'un si vous avez identifié une personne qui a un intérêt, par exemple, je pense que facilement, avec ce qui est disponible en ligne, c'est possible de se former de façon un petit peu plus autonome. Mais de façon générale, c'est celui-là qui est le plus dur à débuter seul quand on n'a pas nécessairement quelqu'un pour avoir un petit peu plus de coaching. Donc, quand on regarde les GES, qu'est-ce que ça signifie? Il y a différents types de gaz. Donc, c'est vraiment des gaz qui sont dans l'atmosphère qui font que la chaleur est reflétée et qui éventuellement augmente la température du niveau de la Terre. Donc, on entend beaucoup souvent le carbone, le CO2. C'est le principal gaz à effet de serre, mais il y en a aussi d'autres qui sont beaucoup plus puissants. Donc, on parle notamment du méthane, le CH4, et le protoxyde d'azote, le N2O. Donc, par exemple, le méthane va être 28 fois plus puissant que le CO2 et le N2O va être presque 300 fois plus puissant que le CO2. Quand on parle de réfrigérants, c'est aussi des gaz à effet de serre qui sont très communs dans le secteur de la transformation alimentaire. Ça va être plus les HFC. Ça, des fois, ça peut aller jusqu'à 1000 fois plus puissant que le CO2. Donc, réduire les fuites de réfrigérants, c'est souvent une très bonne solution à entreprendre en entreprise. Donc, il y a différents types de gaz. Comment ces gaz sont émis? Il y a 3 types de portée qu'on appelle dans le jargon des GES. Donc, quand on parle de portée 1, ça va être vraiment les émissions dont vous avez un contrôle direct. Donc, tout ce qui est lié à la gestion, aux émanations en entreprise. Donc, j'ai mentionné les réfrigérants. Donc, si vous avez des fuites au courant d'une année, vous avez émis des GES. Si vous avez une flotte de véhicules, tout le gaz, l'essence ou le diesel qui a été consommé va émettre des GES. Et si vous avez des équipements stationnaires qui utilisent des combustibles comme du propane, du gaz naturel, du diesel, du mazout, ça aussi, ça va émettre des gaz à effet de serre quand ils sont consommés. Donc ça, c'est portée 1. Quand on parle de portée 2, ça, c'est des émissions indirectes dont vous avez quand même le contrôle. Donc, c'est les émissions qui sont liées à la consommation d'électricité. Donc, la façon de calculer est assez simple, c'est d'utiliser vos données de consommation annuelles et de le multiplier par un facteur d'émission qui va faire la conversion vers la quantité de gaz à effet de serre émise. Donc, heureusement, ici au Québec, comme je disais, l'hydroélectricité, c'est une énergie renouvelable qui émet très peu de gaz à effet de serre lors de la consommation.
versus les entreprises aux États-Unis. Souvent, la portée 2, eux, va être plus importante, ou même en Chine, parce qu'il y a encore beaucoup de leur électricité qui est générée par du charbon. Donc, le fait d'utiliser l'électricité, il y a directement un lien avec les émissions liées à la combustion du charbon. Donc, ça, c'est portée 1 et portée 2, qui sont souvent les plus importants. Qui sont souvent ce qui est le plus demandé, parce que c'est le plus facile à calculer et c'est les émissions dont vous avez un contrôle plus direct. Quand on parle de portée 3, le portée 3 va être, par contre, dans un bilan, la portée qui va avoir le plus d'impact, notamment parce que ça inclut l'ensemble des émissions sur votre chaîne d'approvisionnement en amont et en aval. Donc, dans le scope 3, il y a 15 différentes catégories qui vont être liées à, par exemple, l'achat des biens et services. Donc, toutes les émissions qui sont liées à vos achats d'ingrédients, à vos achats de consommables, tout ce qui est généré avant que ça arrive à la porte de votre usine va être pris en considération dans ce cas-ci. Même chose pour tout ce qui est le transport de ces biens-là, tout ce qui est lié au transport de vos employés pour venir travailler. Donc, ce n'est pas un impact dont vous avez un contrôle direct, parce que ce n'est pas vous qui décidez où est-ce que vos employés restent, mais ça reste que c'est un impact qui est lié à vos opérations et au fait que vous ayez une entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça indirect. Donc, ça, c'est tout ce qui est l'amont. Puis, tout ce qui va être en aval, ça va être encore une fois la distribution de votre usine à votre produit, à votre consommateur final. Puis, il y a aussi, il y a des catégories qui sont un petit peu plus spécifiques, là, dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais le GHG protocole, là, qui est la méthodologie qu'on utilise, vraiment spécifie chacune des catégories du scope 3 qui devraient être incluses. Par contre, mentionne qu'il faut vraiment faire le travail de savoir est-ce que c'est pertinent pour mon industrie, puis est-ce que je pourrais avoir un impact significatif de réduction ou non. Donc, c'est pour ça que nous, dans notre façon de faire chez Innocentre, on a éliminé quelques-unes de ces catégories-là parce que ce n'était pas nécessairement pertinent pour la transformation alimentaire. Si on prend un exemple un petit peu plus concret, donc, comme je mentionnais, dans ce cas-ci, c'est l'exemple d'une fromagerie. Donc, par exemple, une fromagerie, ses activités en amont vont comprendre l'achat et le transport du lait. Pardon. Donc, dans l'achat et le transport du lait, qu'est-ce que ça va inclure? Ça va inclure l'ensemble des émissions qui vont être liées aux producteurs laitiers avec lesquels ils font affaire. Donc, c'est sûr que dans le lait, là, on n'a pas un choix direct avec quel producteur on fait affaire, mais c'est plus pour donner l'idée de savoir quand on regarde un litre de lait, c'est quoi les émissions GES qui sont émises par la fabrication de ce litre de lait-là? Mais ça va inclure tout l'achat de nourriture qui est acheté pour nourrir les vaches. Ensuite, le cycle de vie de la vache lorsque la durée de vie pendant laquelle elle donne du lait. Donc, il va nécessairement avoir beaucoup d'émissions de méthane. Il va avoir de la gestion du fumier sur le site. Puis ensuite, il va avoir la distribution de ce lait-là. Donc, quand on regarde les émissions de la fromagerie, c'est certain que l'impact de cet achat de lait-là va avoir un très gros rôle à jouer dans l'empreinte carbone totale de la fromagerie. Quand on va regarder ces émissions qui sont plus spécifiques, donc c'est scope 1, pour lesquelles elle a un contrôle direct, il va y avoir la combustion de propane, si elle utilise des chaudières, les fluides réfrigérants. Il y a aussi le traitement des eaux usées. Si c'est le cas sur site, donc dans ce cas-ci, on va inclure la quantité de DBO qui est émise, qui est renvoyée au traitement des eaux, parce que le fait d'avoir du DBO dans l'eau, ça émet aussi des émissions, c'est des micro-organismes qui génèrent un petit peu d'émissions. C'est très faible comparé aux deux autres, qui est la combustion de propane et la réfrigération. Puis finalement, quand on va regarder les activités en aval, ça va être la distribution de ce fromage-là chez les clients, le consommateur final. Une fois qu'on a notre bilan, puis qu'on est capable de voir, bon, OK, je sais que mes émissions principalement proviennent des achats, de mes ingrédients. Ensuite, au niveau de mes opérations, je pourrais peut-être réduire mes émissions de portée 1. L'objectif d'avoir ce bilan-là, c'est ensuite d'essayer de faire des pistes de réduction. Donc, si on regarde plus au niveau du producteur laitier,
Les stratégies qui sont disponibles vont être, bon, au niveau, par exemple, quand c'est de l'optimisation des routes de distribution. Ensuite, il va y avoir des pratiques très agricoles là, au niveau du travail au sol, de l'optimisation de la santé animale, puis aussi tout ce qui est en lien avec la gestion du fumier pourrait permettre de réduire les gaz à effet de serre. Quand on regarde plus spécifiquement au niveau de la fromagerie, de la transformation, une façon de réduire les émissions du scope 3 va être, par exemple, de réduire ses pertes de lait. Donc, si j'achète autant de lait, mais que je produis plus parce que j'ai moins de pertes, ben, je viens de réduire mon ratio de gaz à effet de serre qui est émis. Même chose pour tout ce qui est la réduction des pertes d'emballage, d'essayer d'avoir le plus possible des fournisseurs locaux lorsque possible pour réduire la distance parcourue par mes intrants. Ensuite, au niveau de tout ce qui est les combustibles, les carburants, d'essayer d'optimiser le plus possible pour réduire la consommation. Donc, de façon similaire, c'est d'essayer le plus possible d'optimiser à chaque fois ce qui entre et ce qui sort pour réduire l'impact climatique. Donc, il y a un lien très direct avec l'optimisation des ressources qui est utilisée dans l'entreprise. Donc, quel est le lien avec la performance d'affaires? Donc, ce qu'on essaie le plus possible d'aller chercher chez nos centres. En fait, on utilise vraiment le bilan GES, l'analyse GES, comme un outil de diagnostic opérationnel. Donc, quand on veut réaliser un bilan GES, on va aller regarder toutes les données de consommation énergétique. On va aller regarder tout ce qui est les matières résiduelles générées, autant au niveau des rejets de production que des déchets un petit peu plus standards là, de carton ou de plastique qui sont jetés. On va regarder évidemment tous les intrants. Il faut comprendre d'où est-ce que les matières premières viennent et quelles sont la composition de ces matières premières pour être capable de quantifier un impact. Et ensuite, on regarde aussi la production annuelle et le transport et logistique, donc ce qui rentre et ce qui sort. Une fois qu'on a ces informations-là, souvent, on va aller faire un bilan de masse. Donc, on va comparer tous les intrants achetés versus ce qui est vendu. Puis déjà là, on est capable des fois de voir, bon, mais est-ce que sur la ligne de production, il y a des pertes qui limitent en fait la quantité de production qu'on est capable d'émettre sur une année. Donc, il y a beaucoup d'analyses opérationnelles qui vont être dérivées, donc notamment la cartographie des pertes, la gestion des inventaires, parfois peut avoir un impact parce que peut-être qu'on achète trop pour ce qu'on est capable de produire ou vice-versa. Tout ce qui est le processus d'approvisionnement pour voir s'il y a des fournisseurs plus près qui seraient disponibles ou à meilleur prix. Et tout ce qui est la prévention, la maintenance des équipements peut être aussi des opportunités d'amélioration. Donc, parfois, le lien avec le GES va venir plus suite à cette analyse-là, quand on se dit, OK, bien, définitivement, il y a un gain économique à aller chercher. S'il y a un gain économique, souvent, c'est très facile de faire la conversion en termes de GES parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne consomme pas ou qu'on réduit la consommation. Donc, c'est comme ça qu'on voit vraiment le lien avec l'optimisation opérationnelle. C'est que dès qu'il y a une économie d'intrants, de ressources quelconques, il y a aussi une économie de GES. Ça peut même permettre des pistes d'innovation au niveau du produit. Donc, si on se dit, encore une fois, c'est tout le temps une vision un petit peu plus long terme, mais il y a certains produits, par exemple l'huile de palme, qui sont très mal vus de plus en plus parce que ça contribue directement à la déforestation. Bon, mais est-ce qu'on veut essayer de limiter cet intrant-là dans nos opérations parce qu'on veut éviter l'impact opérationnel, mais il y a aussi un impact directement sur les GES parce que l'empreinte carbone de l'huile de palme est très élevée en raison notamment de la déforestation. Donc, ça permet d'avoir de la créativité aussi puis d'être capable de voir comment on peut adresser d'autres enjeux qu'on a sur le plancher, puis de refaire le lien avec les GES. Donc, on a développé un outil en ligne qui est accessible à tout le monde, qui vous permettrait d'avoir un premier aperçu de vos GES si ça vous intéresse. Donc, ça vous demande quelques questions, puis ça vous fournit un estimé de vos émissions GES pour les 3 scopes et les 3 portées, pardon, et ça vous propose aussi quelques pistes de réduction.
Donc, c'est moins détaillé, là. C'est une estimation basée sur votre chiffre d'affaires puis sur votre industrie spécifique, votre sous-segment de l'industrie alimentaire, versus quand on regarde notre outil Innocent, il a été développé avec le CEREG, bien évidemment avec la participation du MAPAC et du MLCCFP. Donc, quand on utilise notre outil spécifique avec vos données, on est capable d'aller vraiment décortiquer pour chacun des scopes ou des portées votre empreinte carbone en fonction des différentes catégories de contributeurs. Donc, Eric, je te repasserai la balle pour la présentation du programme MAPAC puis comment les entreprises peuvent nous contacter. Parfait. Ben, merci Valérie là, pour toute cette information là, très pertinente et peut nous aider à démêler là, les ESG, c'est quoi le lien avec la performance d'affaires. Au fait, pour vous parler plus du programme avec le MAPAC, donc comme je disais, le MAPAC nous a mandaté pour accompagner les PME qui font un chiffre d'affaires entre 1 million à 200 millions. Dans différentes cadres, en fait, il y a 4 différentes enveloppes là, qui sont disponibles. C'est soit une performance d'affaires, ça c'est vraiment un mandat généraliste. Là. Dans le fond, on peut parler d'opérations RH, etc., qui est à 200 heures à 9 000 $. Ça, c'est le taux déjà subventionné là, par le MAPAC. En fait, c'est la contribution là, de l'entreprise là, au programme. Mais la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de faire une demande de subvention comme avec d'autres programmes là, que vous avez déjà connus. Le MAPAC a aussi priorisé, dans le fond, tout ce qui touche au niveau des ressources humaines. On a connu, dans le fond, une pénurie de main-d'œuvre, etc. Fait que c'est vraiment pour aider les entreprises, tout ce qui touche au niveau des ressources humaines, pas nécessairement uniquement au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, mais que ça soit gestion de changement, structure organisationnelle. Dans le fond, c'est en lien avec tous vos enjeux de croissance que vous avez, mais c'est des heures additionnelles qui sont, donc, peut avoir 50 ou 100 heures là, à 45 de l'heure. Et pour au niveau des gaz à effet de serre, donc tout ce que, tu sais, Valérie parlait à la fin, là, tout pour aider à faire un bilan de performance au niveau gaz à effet de serre, dans le fond, vous pouvez aller chercher un 100 heures, peut-être même 200 heures à 0 $ parce qu'il y a une contribution du MAPAC et aussi du ministère de l'Environnement. Fait que l'idée, c'est qu'avec en fait, ces 3 premières enveloppes-là, on est capable d'accompagner une entreprise là, complètement au niveau de tout au niveau ESG, donc environnement social et gouvernance. Là. Fait que c'est des belles enveloppes là, pour vous accompagner à ce niveau-là. Dans une autre enveloppe là, séparée de tout ça, au fait, c'est spécifiquement pour les entreprises qui sont assujetties à la consigne, que ça soit maintenant ou en 2027. Mais il y a des heures qui sont spécifiques pour aider les entreprises, tout ce qui touche au niveau des optimisations, des opérations, logistiques, etc. Fait que c'est un autre 100 heures là, à 45 de l'heure qui est disponible pour les entreprises. Et dans ce cas ici, si jamais une entreprise qui fait moins d'1 million en chiffre d'affaires, au fait, ils ont accès à 50 heures à 0 $. Là. Fait que ça, c'est juste en passant. Fait qu'au fait, pour avoir accès à ces différentes enveloppes-là, la première étape, c'est soit communiquer avec nous, communiquer avec le conseiller MAPAC pour qu'ils nous mettent en contact avec nous. On va regarder une rencontre exploratoire sans engagement, un peu de voir c'est quoi, dans le fond, vos enjeux, c'est quoi les priorités. Et basé là-dessus, au fait, on va trouver dans le fond la meilleure solution pour vous accompagner là, à travers ces différentes enveloppes-là. Je vous les présente aujourd'hui, mais ce n'est pas un objectif de se casser là, au niveau administratif, mais c'est vraiment notre rôle, là, c'est de trouver la meilleure formule là, pour vous accompagner à ce niveau-là. Fait que n'hésitez pas si vous avez des questions là, pour nous à ce niveau-là. Mais là, Valérie, je te repasse la balle là, pour qu'on puisse discuter Oui. là, avec l'entreprise. Merci. Donc, je vais arrêter le partage pour qu'on soit capable de mieux se voir. Donc, l'entreprise qu'on a invitée aujourd'hui, c'est les aliments Langfeng. Donc, Mifeng, enchantée. Bonjour. Mais nous, on se connaît déjà. Mais donc, je me disais peut-être que te présenter rapidement, présenter l'entreprise, puis ensuite, on va discuter un peu de l'accompagnement GES qu'on a fait avec vous. Oui, donc je me présente, c'est ça? Oui. Oui, donc nous, on est une PME à Sainte-Catherine, dans la Rive-Sud. Donc, ce qu'on fait, c'est on est une usine de transformation alimentaire de saucisses vietnamiennes.
Donc voilà, donc spécialisée dans de la distribution dans les épiceries ethnie asiatiques, donc spécialement plus sud-ouest asiatique. Donc moi, je m'occupe des opérations, puis voilà, enchantée tout le monde. Donc, on a commencé récemment, en fait, je pense que ça fait déjà, non, ça fait pas plus de 6 mois qu'on a commencé notre mandat GES. Donc, je pense que ça serait intéressant de savoir, à la base, qu'est-ce qui vous avait motivé à entreprendre ce calcul avec nous? Est-ce que vous avez des objectifs déjà en tête que vous cherchiez à atteindre? C'est sûr que, vraiment, en toute honnêteté, tu sais, nous, au début, avec notre équipe, c'est Eric qui nous a fait la présentation de ce programme. Puis c'est sûr qu'en tant que, écoutez, moi, comme vous pouvez sûrement le constater, je n'ai pas une connaissance en GES comme Valérie. On a toute une connaissance très limitée sur le sujet. Tu sais. Moi, c'est recyclage, compost, déplacement, réduction. Tu sais, c'est à peu près les choses que je me dis qui pourraient réduire le GES dans notre vie de tous les jours en tant que citoyenne responsable. Donc, en parlant avec Eric, donc, il nous a parlé de ce programme. Au début, on était un peu comme on écoute, hein. On veut toujours, c'est sûr, avoir une meilleure compréhension. Puis évidemment qu'on a une volonté de vouloir donner un meilleur impact environnemental. Puis dans ce sujet-là, donc, tu sais, il nous a dit, bon, tu sais, c'est pas seulement GES, c'est aussi d'autres gains. Donc, puis aussi avoir un accès à des conseils d'experts dans l'industrie de l'agroalimentaire. Donc, c'est justement avec la volonté d'avoir une compréhension, puis avoir accès à ça, puis avoir non seulement d'autres gains, euh, ça nous a poussé à le faire. Puis on se dit toujours, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas toujours le temps, mais il faut toujours prendre un temps un pas de recul. Donc, c'est un peu tout ça qui nous a fait en sorte que, OK, on va le faire. Mhm. Donc, voilà. Puis je pense que d'avoir aussi, vous étiez intéressé à savoir c'est quoi notre base, d'où est-ce qu'on part, puis où est-ce qu'on peut s'assurer après ça d'améliorer dans nos opérations en fonction de ce qui ressort dans les GES, mais ça vous guide un petit peu à savoir c'est quoi qui est plus important, puis qu'est-ce qui est un petit peu moins. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'un un point aussi qui était important que je pense que qui nous a poussé, tu sais, c'est un processus qui est guidé. Donc, tu sais, c'est guidé, c'est clair, c'est simple. Donc, je pense que c'est ça aussi qui nous a fait en sorte de décider d'aller de l'avant. Parce que si c'était compliqué, je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur de PME qui voudrait se compliquer la vie pour aller dans un processus de calcul de GS. Donc, Oui. voilà. Puis, quand on vous a présenté les résultats, donc, ce qui était ressorti comme étant un énorme contributeur était effectivement vos intrants, vos deux principaux composantes de vos saucisses. Puis, il y avait aussi un petit peu au niveau du propane qui était utilisé dans les fours pour la cuisson des saucisses. Est-ce que ça vous avait surpris que l'impact était plus élevé au niveau de ce qui était vos intrants versus vos opérations à l'usine? Mais c'est sûr que le bilan, donc, tu sais, le bilan en tant que tel, c'est vraiment détaillé dans le sens que ça nous a vraiment permis de faire le tour de tous les intrants et les sortants. Je pense que le fait d'avoir fait cet exercice-là avec les résultats, c'est sûr qu'on était surpris parce que on, on était surtout surpris au niveau des pertes, je dirais ça. Donc, la réalisation des pertes qu'on avait, l'écart de pertes qu'on avait plus que ce qu'on pensait. Puis c'est sûr qu'au niveau est-ce qu'on était surpris? Oui, puis non. Tu sais, par exemple, je pense que c'est commun de savoir, mettons, d'un côté, on utilise le bœuf, que c'est l'émission de gestes était plus importante et tout, mais c'est sûr que identifier, par exemple, que euh, comment dire, c'était plus du niveau euh, oui, des éléments, mais peut-être je pensais pas que c'était aussi important. Tu sais, le fait que ça venait de si loin et puis voilà, c'est pas vraiment ça. Donc, ça a permis de mieux mettre comment dire, Ça nous de a mieux. ça nous a permis de remettre en question vraiment le processus au complet. Donc, chaque étape de réception, d'approvisionnement, d'opération, de production et jusqu'à la livraison du produit. Donc, ça nous a vraiment mis en réflexion. Sur l'ensemble de cycle de vie de votre produit, dans le fond. C'est ça. Oui.
Puis, est-ce que, là, on a fait beaucoup de travail avec quelques-uns de nos conseillers qui étaient plus en opération. Est-ce que vous trouviez que les pistes d'action proposées étaient réalistes? Puis faisaient du sens avec vos contraintes, vos contraintes financières, mais aussi opérationnelles? Donc, c'est sûr que c'est la partie que je m'étais, ma partie préférée, je vais dire comme ça. Ben vraiment, une des choses que nous, en tant qu'entreprise qu'on travaille avec Innocence, qu'est-ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est vraiment l'approche et la compréhension de notre réalité. Donc, on est une PME, on a des ressources limitées, tu sais, puis les propositions qui ont été mises sur la table, c'était vraiment pour une amélioration du GES, mais aussi, il y a toujours un gain financier qui doit s'attacher. Parce que s'il n'y a pas de gain financier, les opérations, même en tant qu'entrepreneur, c'est toujours difficile de venir valider ou comme aller de l'avant parce que, tu sais, est-ce qu'on coupe dans notre marge de profit ou pour être responsable? Mais là, qu'est-ce qu'on vient nous proposer? C'est vraiment euh, un gain financier et une amélioration en GES. Puis, qu'est-ce qui est pourquoi, je l'ai dit au début, on nous a donné accès à des experts, mais des experts qui ont vu d'autres entreprises et aussi des experts qui ont travaillé dans le secteur. Donc, ce n'est pas juste euh, des conseils, je veux dire, mettons, d'un cours 101, là, qui est comme d'une personne qui ne l'a jamais appliqué. Donc, c'est vraiment quelque chose que c'est l'approche qui fait en sorte qu'on veut faire le changement. Mhm. Donc oui, je pense que ce serait intéressant de rentrer un peu dans les exemples de pistes d'action qu'on vous avait proposées. Là. Justement, j'allais en mentionner une qu'on avait évaluée et qui n'était pas nécessairement facilement réalisable. Donc, on avait parlé des fournisseurs de bœuf, d'essayer de voir s'il y en avait des plus locaux. Malheureusement, c'est difficile d'avoir cette information-là, même au niveau de votre distributeur. Ça va vraiment en fonction de la disponibilité du marché. Puis, donc, on l'a évalué. Malheureusement, pour l'instant, on se disait on ne peut pas aller de l'avant à court terme. Par contre, ça vous permettait de savoir si on était capable de changer de fournisseur, combien ça contribuerait à notre réduction. Donc, je ne sais pas si tu Ben, en fait, c'est ça. Moi, l'exemple que je donné, c'était un peu comme il y avait des petits, moyens, grands recommandations qu'on pouvait faire. Tu sais, petits autant que revoir notre flot opérationnel, voir que, mettons, les viandes restant dans les machines à la fin de la journée. Ou moyen terme, ce serait comme sur une amélioration de notre emballage, par exemple, d'imprimer directement sur notre emballage parce qu'on utilise encore des étiquettes. Ou même à grand terme, long terme, grand changement, long terme, excusez-moi, du fait que, par exemple, l'évaluation de nos fours, est-ce que c'est hybride, la source un peu d'énergie qu'on utilise ou la conception pour une nouvelle bâtisse, donc comment la rendre plus éco-énergétique. Donc, c'est un peu ça, un peu les, les exemples que je peux donner, que je peux témoigner avec. Puis même, ce qui est intéressant, c'est que l'exemple de la réduction des étiquettes, c'est que vous y avez réfléchi même avant qu'on parle de GES pour vous faciliter vos opérations directement, puis éviter une étape de production. Donc, c'est le fun de voir aussi que des fois, des idées qui sont déjà en place peuvent directement contribuer à votre réduction de gaz à effet de serre. C'est ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est directement lié, en effet. Exactement. Ouais. Bon, ben, pour dernière question, juste pour conclure, là, quel conseil tu donnerais à une entreprise qui hésite à se lancer dans la démarche? J'étais une personne comme cette personne qui hésitait justement, parce que c'est sûr que faire tout le travail de sortir des informations, c'est un travail. Tu sais, Valérie m'a fait travailler. Mais il y a vraiment un beau résultat au final parce qu'on apprend beaucoup plus sur vraiment des choses qu'on ne voyait pas. Euh, Puis c'est vraiment une belle expérience. C'est pas juste. C'est vraiment pas plate, je veux dire ça comme ça. Puis c'est pas juste un gain en GS, mais vraiment puis je pense que c'est ça que toutes les entreprises recherchent, c'est un gain financier aussi. Donc ça vient ensemble. Puis justement avec une belle équipe d'experts qui vraiment donnent des bons conseils qui sont pertinents, réalistes et pas juste sur un conseil papier. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.